Bonsoir à tous. Donc, le vrai titre de notre room ce soir, c'est Marketing Zéro, le marketing responsable dont vous êtes le héros. Et j'accueille Patrice Lobigna ce soir qui est avec nous pour parler de son livre Marketing Zéro. Salut Patrice. Salut Eric, bonsoir à tous et à toutes. Ravi d'être avec vous Alors, ce soir c'est et nous de qui sommes parler de ravis. marketing zéro. Exactement. Donc Patrice, t'es marketeur depuis 25 ans, t'es auteur, t'es conférencier, moi c'est pour ça que je te connais évidemment. T'es aussi consultant en marketing émotionnel, t'es Oui, enseignant sur la même discipline. oui, Je crois que ta boîte s'appelle E4Brands, c'est ça, je dis pas de exact. bêtises. E4 Voilà. Brands. Et du coup, tu conseilles des marques et t'accompagnes les dirigeants vers un marketing humain. Moi, je t'ai entendu parler il y a quelques années, les premières fois, tu étais sur l'amour du client, sur des sujets qui étaient toujours très marketing émotionnel. Mais alors là, tu as commis un livre avec ton complice Philippe, alors comment on dit, Guy Heneuc, c'est ça, Guy je le Enoch. prononce mal, Ouais. Philippe Guy Heneuc, qui s'appelle Marketing Zéro. C'est un bouquin sur le marketing responsable dont vous êtes le héros. Où, alors vraiment, moi, j'ai pris une gifle. Honnêtement, je l'ai pas fini. Tu as la gentillesse de m'envoyer ça avant le week-end dédicacé. C'est bien sympa. Et je t'avouerai que je l'ai commencé ce livre avec des ados qui avaient mis la télé, etc. J'ai eu du mal. Les 35 premières pages, je me suis dit, mais c'est pas vrai. En fait, je connais rien au marketing. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans la com et je pensais qu'on était des cousins. Et je me dis, mais je comprends rien. Et je l'ai repris au calme et c'est vraiment une mine d'or. J'ai l'impression que je vais le lire 2 fois, 3 fois et qu'après je vais t'appeler parce que j'ai des stratégies marketing à établir. Je suis un peu en galère et je me dis, mais attends, mais là, ça met des mots sur des trucs que je ressentais au plus profond de moi et qui commencent à me faire vraiment, ça me saoulait un peu, là, marketing un peu rapide avec les réseaux sociaux. Et là, vraiment, vous avez bossé, vous avez démonté le truc et après, tu apportes des solutions. Donc, on va parler de ça pendant 1 heure à peu près, hein, si c'est OK pour toi. C'est OK pour moi, bien sûr. Et, C'est ma passion, marketing, depuis longtemps et j'écris très régulièrement sur plein de sujets. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Philippe et Guy Enoch qui partagent ma vision, on va dire, où on a des visions communes sur le marketing et ce qu'on aimerait que le marketing soit, parce que l'idée, ça part d'un constat qu'on en a un petit peu assez du marketing bashing et d'entendre ça, c'est du marketing. Et on s'est dit, bon, si on en a assez d'entendre ça, c'est peut-être aussi un petit peu notre responsabilité en tant que marketeur. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer les choses et pour redonner un peu la pêche, la passion, l'envie de le faire, le désir de faire des choses autrement. Et puis aussi, ça rencontre l'idée qu'on a tous aujourd'hui d'être un peu plus responsable dans ce qu'on fait, de faire attention aux gens, de pas les saouler avec un marketing invasif et intrusif. On parle beaucoup de data, mais on oublie quand même que bien souvent on s'adresse à des gens qui n'ont pas envie de recevoir nos messages et que ça a quand même été massivement ça le marketing, mm, sans parler du fait que ça a aussi dévalorisé les produits, les marques, les offres et qu'on a très peu travaillé sur la valeur qu'on crée pour les clients. On a beaucoup ouais. trop travaillé sur ce qu'on pouvait essayer de vendre. Donc, bien sûr, on dit pas qu'on va faire un marketing. Alors avant, je parlais de marketing émotionnel et on me disait oui, c'est un peu un marketing de bisounours. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de rendre le marketing plus performant, mais de le faire correctement, de le faire en direction des gens qui ont envie de ça, qui ont envie d'un marketing respectueux, zen, open. Enfin, on va revenir sur les mots, mais c'est Ouais, vraiment mais cette bien sûr. vision-là. Ouais. Alors, moi, ce que j'aime bien dans ce que j'ai lu pour l'instant, c'est que euh, tu nous aides à comprendre ce qui se passe depuis quand même assez longtemps. Oui, Allez, ça fait quoi, je sais pas, 40, 50 ans peut-être que le marketing existe en France, non? C'est à peu près ça? oui, c'est à peu près ça, ouais, ouais, ouais. Et donc tu nous aides à décoder comment ça s'est passé, et puis aussi, du coup, à comprendre ce que nous on ressent, et puis à le démonter. Donc ta première grande partie dans ce livre, c'est le marketing à le moral à zéro, où, Ouais. comme tu dis, quand tu entends la phrase, ouais, mais ça c'est du marketing, bah, ça fout le moral à zéro parce que tu comprends bien que les gens sont saoulés, n'y croient plus, enfin, voilà, Oui, qu'il y a une sorte de défiance.
il faut revenir sur la pression qui a progressivement envahi le marketing. On s'est bien rendu compte que petit à petit, les entreprises se sont déchargées de la pression de la réussite et des résultats sur le marketing en disant, bah, si on n'arrive pas à vendre, si on n'est pas performant, c'est probablement parce que notre marketing n'est pas terrible. Alors, euh, alors forcément, quand tu es marketeur, tu subis de plus en plus cette pression. Et historiquement, on a essayé d'augmenter la pression. En fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, on s'est dit, et on le voit encore aujourd'hui, hein, tous les outils sont organisés pour dire, finalement, pour montrer que plus tu vas mettre de pression et plus tu vas avoir de résultats. C'est-à-dire plus tu vas envoyer d'emails et plus tu auras de réponses. Enfin, quantitativement, parce qu'en pourcentage, on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire que le marketing a détruit pratiquement tous les outils qui fonctionnaient. Donc, tout le monde faisait des magazines clients, puis un jour, les gens ont dit, bah non, finalement, les gens les lisent pas. Bon, ben, faisons des newsletters. Bon, alors, tout le monde fait des newsletters, puis après, il y a des gens qui se sont mis à t'envoyer une newsletter tous les jours. Donc, ça n'a plus de sens. Enfin, une newsletter, pour quoi faire? Pour te parler des produits, des promos. Donc, toujours la même idée, essayer d'en vendre un peu plus. Pourquoi est-ce qu'on fait des newsletters? Pour essayer de te vendre quelque chose, tu vois, ça n'a pas de sens. Ça te crée aucune valeur pour toi. Donc Oui, mais le marketeur, il a été obligé en fait quelque part. Mais, mais c'est un piège dans lequel on peut tomber facilement, Oui, on le comprend, et y compris notre communauté, qui est une communauté de maîtres de cérémonie, de conférenciers, puis globalement un peu de solopreneurs qui sont dans le domaine de l'événementiel d'entreprise. À un moment donné, vous évoquez ce point, vous dites l'usage de LinkedIn pour parler de soi est une erreur. Et, et ça, enfin, ça m'a parlé parce que c'est vrai que régulièrement, on pourrait tomber dans ce piège de dire, bah, tiens, je suis conférencier là-dessus, ou tiens, je suis vachement content ce soir d'avoir été invité à tel endroit pour être maître de cérémonie ou pour faire ma conférence. Ouais, ok, so what? C'est ça que tu dis en fait. Ça sert à oui, rien de c'est ça. parler C'est moi, de soi. j'ai l'envie de. Ça m'est arrivé aussi d'être sur scène et d'essayer de délivrer un message. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les conférenciers. Et quand je me retrouve à en être un, je suis super excité, comme diraient certains. Et je suis pas du tout stressé. Enfin, c'est une question d'excitation et pas de stress. Euh, mais mais oui, l'idée c'est pas de se prendre la tête sur. Enfin moi, je suis très détaché de la perfection du message et alors je sais que c'est le contraire de ce que vous racontez. Et vous avez raison pour certains, hein, mais sur le fait qu'il y ait des gens enfin qu'il y ait plein de gens dans la salle, qu'il y en ait 3000, qu'il y en ait 300, qu'il y en ait 10. En fait, moi je suis surtout concentré sur l'idée de donner le maximum. En fait, tu vois, c'est ma vision des choses, c'est qu'est-ce que je crée comme valeur pour les gens qui sont là et peu importe combien ils sont finalement. Donc dès l'instant, ça m'a fait revisiter Gary Vaynerchuk là cet après-midi. Et je me suis remis dans le bouquin qu'il a écrit maintenant il y a 10 ans. Tu vois, c'est un truc incroyable qui s'appelle The Thank You Economy Hmm. et où en fait on se dit mais en fait l'idée c'est de délivrer la meilleure expérience possible pour les gens qui sont là. Donc Euh, voilà, aujourd'hui il y a une audience, j'ai envie de leur dire le maximum de choses sur le bouquin et sur la façon dont on voit le marketing avec Philippe. Mais je j'ai pas envie de faire des affiches dans le métro pour dire acheter un livre à des gens qui comprennent rien ou qui s'y intéressent pas au sujet, tu vois. Ça pour moi ça n'a pas de sens, quoi. Ouais, ouais, et donc c'est pas la peine, quand on est conférencier d'acheter une régie publicitaire, des culs de bus, à Paris, pour dire: «Voilà, je suis vachement bien sur scène». C'est pas comme ça que ça va marcher, quoi, et pourtant, si on avait l'argent, on le ferait, Bah hein, j'en suis sûr. ouais, si on a alors bah évidemment il y a toujours cette tentation. Déjà c'est un peu d'ego quand même hein, de se voir sur une affiche, comme dirait Mmh. notre ami chanteur, forcément, en haut de l'affiche, on est mieux, quoi. Donc, pourquoi pas si on avait l'argent. Et d'ailleurs, c'est un réflexe de start-upper, tu vois. Si tu as levé Ouais, des fonds, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la com pour pouvoir montrer que tu es là, quoi. ouais. Moi, c'est un truc qui me fascine, ça. C'est une idée assez absurde, que ça voudrait dire que parce que j'ai de l'argent, je pourrais me mettre sur des affiches un peu partout et forcément il y aurait plus de gens, tu vois, il y aurait des gens qui vont se dire ah bon d'accord Patrice il a écrit un livre où il fait une conférence sans même savoir qui est Patrice ou ce qu'il peut raconter. Je trouve ça un peu Mmh. bizarre. Enfin je suis pas un showman, je fais pas un spectacle comique.
Et même ces gens-là, quand tu les écoutes dans leur parcours, enfin, vous en avez reçu, c'est quand même des gens qui ont galéré ou qui ont mis du temps parce que au début, bah, il y avait 10 personnes, il y avait 5 personnes qui rigolaient, 5 autres qui se barraient. Et voilà, donc ils sont devenus meilleurs. Et puis petit à petit, ils ont rencontré un public. Moi, je crois beaucoup à ça. J'explique et on le dit dans le livre sur le mot opinion. On le dit, mais en fait, si tu travailles en direction des gens qui aiment ce que tu fais déjà, ben, tu vas améliorer leur expérience, tu vas nourrir leur envie de dire mais c'est formidable ce que fait Patrice ou ce qu'a écrit Philippe. Et à un moment, ils vont en parler. Et c'est ça qui fait venir les gens. Il y a, de toute façon, c'est vrai aussi des gens qui font du one-man show, c'est vrai pour tout. Ils ont un bouche à oreille de malade, et c'est ça qui les a rendus connus. Et à un moment donné, bon, bah, évidemment, on en parle ici ou là, les médias le reprennent, ils sont invités, et ils deviennent encore plus connus. Mais au départ, c'est parce qu'ils ont donné, enfin, ils ont fourni une expérience incroyable à des gens qui se sont mis à en parler. Pour moi, c'est le sens même du marketing. Ouais, alors du coup, je poque Vincent qui est dans l'assistance, qui est à la fois un membre de l'Association française des conférenciers professionnels et qui est aussi chez lespeakers.com. Vincent était notre invité avant-hier. Et tu vas voir, Patrice, il représente une marque très très connue. Je suis curieux de voir s'il a un avis sur le marketing par rapport à sa trajectoire à lui, qui l'a emmené jusqu'à devenir conférencier aujourd'hui. Vincent, est-ce Ouais. que tu nous entends bien? Ouais. Bonjour Oui, Vincent. vous m'entendez? Bonjour. Ouais. Alors, je suis désolé, je descends du TGV, je vous écoutais religieusement. Je crois que tu descendais du cheval. Ouais. C'était hier soir, ça. Il aurait pu descendre de la montagne aussi, ça marche Aussi, aussi. Un ouais, cheval. alors, moi, j'ai toujours été nul en marketing et tous ces sujets-là, donc c'est pour ça aussi que je me nourris énormément de ce que tu disais, Patrice. Euh, et je suis Oui, en train de comprendre. Ouais. mais toi, tu travailles dans une marque que tous les Français connaissent. Tu parles par rapport à Alexis Grus? Oui, exactement. Hein? Ouais, alors moi, Comment? j'y travaille plus, mais c'est vrai que c'est Oui. un vrai sujet parce que bah, le spectacle vivant, il y a aussi une énorme concurrence et puis tu peux passer de très connu bankable à plus rien du jour au lendemain parce qu'aussi il y a des paramètres extérieurs qui interviennent. Moi, je trouve que le street marketing des cirques est quelque chose qui nous a tous bercés. Honnêtement, je les ai pas vus arriver sur le digital, alors que pour le coup, le Cirque du Soleil, j'ai même dans mes conférenciers l'ancien directeur marketing du Cirque du Soleil sur les speakers. Donc, mais c'est rigolo de voir que voilà, la marque Alexis Grus, tout le monde la connaît. Toi, tu nous en as parlé avant-hier de ce mentor que tu as la chance Ouais. de côtoyer. Bon, bah voilà, je trouve que là, il y a eu un marketing sans doute qui n'a pas été abusif, qui n'a pas été ce que Patrice dénonce dans son livre, et qui fait que bon, on connaît tous cette marque, quoi. Ouais, alors c'est vrai que là c'est un petit peu particulier parce que c'est un personnage qui a c'est intéressant ça parce que c'est un personnage qui a toujours défendu le cirque, le mot cirque, et qui en a fait la promotion, et puis aujourd'hui qui peut plus utiliser ce mot-là parce que c'est un mot qui était dévoyé et puis aujourd'hui on associe le mot cirque aux animaux sauvages, à tous ceux qui ont fait du mal au cirque. Et donc lui qui a porté ça et qui en a été un fervent fer de lance, bah il peut même plus utiliser ce mot-là. Et paradoxalement, les seuls qui peuvent l'utiliser comme le Cirque du Soleil, c'est ceux qui font pas forcément le cirque tel qu'on l'imagine. Mais ça c'est la vie, et tu dois t'accrocher à des fois une image ou t'en décrocher. Et lui en l'occurrence, il dit en fait maintenant il dit plus on va au cirque, on va au spectacle, on vient chez Alexis Grus, comme dirait chez Paul Bocuse, tu vas pas au restaurant, Ouais. tu vas chez Paul Bocuse. Il en a fait une marque de son nom en fait. C'est ça, personnage. Ouais, il a réussi un excellent travail, mais tu sais, ce marketing que tu appelles street marketing des cirques, c'est évidemment, on a tous eu le camion qui passe dans la rue avec le haut-parleur et on en a pris plein les oreilles.
quelque part, c'est Ah, un peu intrusif quand même, tu vois. Donc, mais c'était une autre époque. C'était une époque où on trouvait ça à la vous fois voulez que ouais, charmant et sympa. bien sûr. C'était la vie locale. Ça et Euh, le marchand de Bah, glace, quoi. voilà, c'est ça. je vais vous livrer une anecdote que peu de gens savent. C'est que pourtant, quand c'est le bordel quelque part, on dit c'est le cirque. Alors que Mm. c'est des gens qui sont hyper organisés. Et ben, c'est qu'à l'époque, quand il n'y avait pas le marketing, la publicité, etc., les cirques, quand ils arrivaient dans les petites villes, foutaient le bordel, faisaient 3 fois le tour de la ville avec les camions pour qu'on les voit arriver. C'est Et ça. donc, comme il y a des embouteillages partout, les gens disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et on disait, bah, c'est le cirque. Et le mot est resté, mais c'était à la base une action volontaire pour faire parler de ça, parce que on n'avait pas d'argent pour mettre des affiches, donc on foutait le bordel. Pas Voilà, donc gentiment, hein, mais voilà. un marketing qui aujourd'hui serait, voilà, serait démodé. Après, Ouais. Patrice, tu évoques aussi un point qui m'a vraiment interpellé, c'est en corrélation avec la transformation numérique, c'est de dire la crise de confiance qu'on a vis-à-vis des marques, vis-à-vis de la publicité, vis-à-vis des marketeurs, elle est aussi liée à ce qu'on a appelé l'espionnage via les data, et notamment plus récemment la voix, hein, avec le fameux OK Google. Mais autant te dire que c'est un point qui a été évoqué largement aussi quand Clubhouse a commencé à sortir en France. On va dire, ah, ils sont pas RGPD, oui, ils vont écouter et enregistrer tout ce qu'on dit, ils pourront utiliser ça, etc. Donc là, moi j'ai évidemment adoré la blague de la commande de pizza. Alors apparemment, elle tournait beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je la connaissais pas, mais vraiment je la Ouais, elle est trouve assez connue. Ouais. extraordinaire. Qui veut entendre la blague de Allô Giovanni Pizza? Eh ben moi je Toi, tu veux. veux l'entendre? Tu la connais pas non plus? Moi non plus, hein. Ah ouais. Si tu Bon, veux, alors si... Ok, vas-y. tu veux la faire, Patrice, ou tu veux que je la fasse? Ah non, vas-y, je Bon, l'ai je l'ai pas. sous les yeux. Je l'ai sous Ouais. les yeux. Donc c'est Patrice Lobigna qui commande une pizza. Allô Giovanni Pizza? Non monsieur, c'est Google Pizza. Ah, je me suis trompé de numéro. Non monsieur, Google a racheté la pizzeria. Vous prenez comme d'habitude? Comment ça, comme d'habitude, vous me connaissez? Bah, compte tenu de votre numéro de téléphone qui s'affiche ici, vous avez commandé ces 12 dernières fois une pizza 3 fromages avec supplément chorizo. Ok, c'est exact. Puis-je vous suggérer de prendre cette fois la pizza avec du fenouil, une tomate et une salade? Ah non, vraiment, j'ai horreur des légumes. Mais votre cholestérol n'est pas brillant. Comment vous savez ça? Par vos emails et l'historique Chrome, nous avons vos résultats de tests sanguins de ces 7 dernières années. Ok, mais je ne veux pas de cette pizza, je prends des médicaments pour traiter mon cholestérol. Vous prenez pas votre traitement suffisamment régulièrement. L'achat de la dernière boîte de 30 comprimés habituels date d'il y a 4 mois à la pharmacie Robert, aux 2 rue Saint-Martin. J'en ai acheté d'autres depuis dans une autre pharmacie. Ah, ça n'est pas indiqué sur votre relevé de carte bancaire. Ouais, bon, bah, j'ai payé en espèces. C'est pas indiqué sur votre relevé de compte bancaire, aucun retrait en espèces. Ouais, mais j'ai d'autres sources de revenus ailleurs. Ah, ça figure pas sur votre dernière déclaration d'impôt, ou alors c'est que vous avez des revenus illégaux non déclarés. Bon, vous me livrez ma pizza ou bien je vais ailleurs. Certainement, monsieur, toujours à votre service. Nos remarques sont uniquement destinées à vous être agréables. Pour quelle heure doit-on la livrer? Mon épouse revient de chez sa mère au Mans et rentre vers 19h. Disons 20h serait idéal. Puis-je me permettre une suggestion avec votre accord, bien sûr? Je vous écoute. Votre épouse ne pourra sans doute pas être à 19h chez vous. Il est 18h et elle vient d'effectuer l'achat d'une Rolex dans une bijouterie à La Baule il y a 6 minutes. Mais comment vous êtes au courant? Elle a effectué le paiement par carte sur son compte bancaire personnel numéroté en Suisse. Elle a d'ailleurs réglé sa note d'hôtel 4 étoiles en chambre double pour 3 jours, ainsi que les repas dans des restaurants étoilés pendant la même durée. Toujours avec la même carte. Puis-je connaître la somme débitée? Ah non, monsieur, nous respectons avant tout la vie privée des gens. Nous n'avons pas le droit de dévoiler ce genre de renseignements. Ça suffit, j'en ai ras-le-bol. Non, j'en ai ras le cul de Google, Facebook, Twitter. Je me barre sur une île déserte sans Internet, sans téléphone et surtout personne pour m'espionner. Je comprends, monsieur. Mais vous devez refaire votre passeport car la date d'expiration est dépassée depuis 5 ans et 4 jours. Depuis ce jour, Patrice Lobigna fait ses pizzas lui-même. Au secours, c'est excellent. C'est pas mal. Ouais, c'est Excellent, bien. ouais. C'est pas mal. Et Et c'est c'est vrai. vrai que, donc ça, c'est page 35, les gars, hein. Vous achetez le livre rien que pour cette blague. Ah oui. Et je trouve que, voilà, ça n'empêche que ce genre de blague a permis de concrétiser, enfin, ou d'incarner, je sais pas comment dire, ce qu'on ressent tous, quoi. Il y a Oui. quand même Oui, et En puis, fait, en fait, effectivement, ça correspond à pas mal de blagues. L'instant, on a commencé à travailler un petit peu dans le big data et la compréhension des données récupérées par
par les GAFA, on s'est rendu compte qu'effectivement ce genre de blague tournait bien. Donc, mais là, effectivement, que tu l'aies mis dans ton bouquin, Patrice, c'est très bien, effectivement. Oui, c'est Philippe qui a eu cette idée et elle est très bonne parce elle illustre bien ce qu'on ne veut pas, parce que personne ne souhaite, y compris quand c'est présenté sous l'angle c'est pour votre bien, c'est pour vous rendre service, etc. Ce qui est d'ailleurs l'angle choisi par pas mal de gens. Et mais qu'on subit tous, hein, parce que tout à l'heure tu parlais de LinkedIn, c'est la même chose en fait. Hein. On a Bruno qui est dans la salle, là, je le vois, qui est spécialiste du sujet, mais c'est le même problème, quoi. Il y a plein de gens qui te présentent des messages sous l'angle, c'est pour ton bien, tu vas voir, je vais t'aider, tu vas voir, je vais te présenter un truc, et qui en fait exploitent simplement le peu d'informations que tu as bien voulu laisser et s'engouffrent dans la brèche pour essayer de te fourguer n'importe quoi. Moi, je trouve que ça, enfin bon, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. C'est pas possible, et on peut pas continuer à. Surtout, en fait, moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on continue à dire aux gens que c'est ça le marketing. Genre, pour moi, c'est pas ça le marketing. Ça ne doit pas être ça. Et c'est surtout pas ça qui va donner envie à des jeunes et à des gens de retrouver un peu de morale. Tu vois, on est parti de là, Eric, tout à l'heure, sur l'idée qu'on a le moral à zéro. Ben moi, j'ai pas le moral à zéro. J'adore mon métier. Ça fait 30 ans que je le fais et j'adore les marques. J'adore la relation aux marques et je trouve qu'il y a des choses incroyables à faire. Il y a des marques formidables avec qui on peut travailler. Il y a plein d'entreprises qui peuvent avoir une vision positive du marketing. Mais il faut arrêter avec ça. Faut pas leur montrer ces exemples en leur disant, bah oui, bah, tu comprends, si tu exploites bien la data, tu vas pouvoir savoir à quelle heure je mange des pizzas. Bah, je veux dire, stop, quoi. Enfin, c'est vraiment pas ça, faire du marketing, quoi. Bon, il y a notre ami Bruno qui nous a rejoint. Salut Bruno, comment va? Bien, très bien, et vous? Enfin, on peut Ah, pas écouter une room tranquille sans être amené à monter sur scène. tu Tu peux vois, pas, tu peux on même mettre un exploite fond la rouge, ça data. nous énerve. En fait, Ça nous énerve. je devrais avoir une photo où j'écoute et une photo où je veux parler. Tu sais que ça existe, hein, il y a une petite application Ouais, je qui sais. permet de faire tes avatars, puis tu peux mettre Justice King ou un truc comme ça. Ouais, Là. mais j'ai mes faux Ouais. profils sur LinkedIn pour faire ça. Ouais. Bon, comment tu... Alors, bah, du coup, puisque tu es là, je fais avancer, sauf si tu veux poser une question à Patrice ou réagir par rapport à ce qu'il vient de dire, mais sinon, je fais avancer avec toi le point suivant qui me, qui me chatouille et que j'ai trouvé dans le livre. Vas-y, je Alors, est-ce que t'écoute. tu- alors, donc, le point suivant, c'est le point de la technique de la rareté ou de l'urgence, ou encore celle du mystère. Et qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors peut-être au départ un peu plus sur Facebook, mais maintenant ça arrive massivement, je trouve, sur LinkedIn. Et alors moi, je ressentais ça, tu vois, le mec qui dit attention, là mon offre à moins 75% ne sera valable que jusqu'à ce soir minuit. Et puis il y a que 5% des consultants qui connaissent ce secret que je vais te dévoiler. Et puis inscris-toi à mon webinaire, machin. Donc tout ce mécanisme-là, moi je me suis dit putain, je suis un mec super malin, je vois le truc venir, quoi. C'est des gogos, ils veulent me vendre un truc, j'y crois pas une seconde à leur machin et tout ça, mais c'est parce que je suis super malin. Et quand je lis le bouquin de Patrice, il dit, mais tout le monde le voit venir, les gogos, tout le monde les voit venir, donc je suis pas plus malin que les autres, en tout cas. Et pourtant, il y en a de plus en plus. Et moi, j'avais l'impression que ça marchait, leur truc. Ouais, alors évidemment, quand on dit tout le monde les voit venir, c'est pas complètement vrai. Il y a toujours des gens qui les voient pas venir. Et puis surtout, moi, à mon sens, il y a surtout des gens qui ont envie de pas les voir venir, enfin, qui trouvent ça fun, tu vois, qui aiment bien se faire raconter ce genre d'histoire, qu'ils sont les 5%. C'est toujours flatteur, tu vois, d'être dans ceux qui vont profiter de l'offre, toi aussi, si tu réponds tout de suite. Ça a toujours été un argument. Enfin, c'est du commerce à la base. C'est même pas du marketing pour moi. Mais, euh, mais aujourd'hui, oui, il y a des gens qui abusent de ça parce que ils ont l'impression maintenant d'avoir des connaissances sur les neurosciences, sur la manipulation, tu vois, sur les émotions qu'on vit. Alors donc, ce sentiment d'urgence, bah, on le sait, hein, c'est notre cerveau qui est comme ça. Évidemment, on réagit au sentiment d'urgence et on se dit, il faut absolument faire quelque chose. Donc, on est dans le rush, dans la panique, et c'est comme ça qu'on va cliquer ou c'est comme ça qu'on va acheter un truc dont on n'avait pas besoin. Mais si tu réfléchis à ça, tu te dis que on est comme tout le monde, on apprend quand même de nos erreurs. Donc il y a un moment donné où on va se rendre compte qu'on s'est fait avoir. Et moi, j'ai pas envie que les gens se fassent avoir. C'est vraiment basique de dire ça, mais je le redis avec force.
Le marketing, c'est pas piéger les gens, c'est pas les manipuler, c'est pas tenter de les avoir et de leur avoir vendu un truc. Alors je sais bien, il y a des gens qui ont monté des boîtes qui sont aujourd'hui admirées par l'ensemble des gens qui sont sur Clubhouse ou ailleurs. Et il suffit de regarder ce qui se passe dans les rooms de growth hacking tous les matins pour se dire ah ouais, ils te donnent des tuyaux, tu vois, ton business va être multiplié par 100 en 2 jours. Bon, mais voudrais-tu essayer pour voir si c'est vrai? Ben, quand tu vas essayer, ça va pas marcher en fait, hein. Mais c'est pas grave, tu auras au moins essayé. Et donc moi j'en ai un petit peu assez qu'on confonde ça et puisque Bruno est là, je sais qu'il est inscrit dans une battle qui se passera bientôt là pour défendre l'idée d'un social du social selling quelque part face ou du human selling. Je ne sais pas si tu dis ça Bruno, mais tu vas nous le dire face au growth hacking. Si je pouvais, je serais à tes côtés, tu vois, parce que le growth hacking, pour moi, c'est la négation même du sens qu'on devrait trouver dans le marketing. Et, et malheureusement, c'est toujours basé sur le même principe. Il y a quelqu'un qui a trouvé un truc qui marche, pour lui en tout cas, donc ça a marché, et donc il dit aux autres, hey, ça a marché, vous devriez faire comme moi. Mais pour moi, c'est vraiment la destruction même de ce que signifie le marketing. Le marketing, ça consiste pas à faire la même chose, quoi, tu vois. Voilà, je veux dire, tiens, on parlait de tennis juste avant. C'est comme si tu disais aux gens, bah, tu sais quoi, tu joues au tennis, mais pourquoi tu fais pas le coup droit de Nadal? Parce que si tu faisais le coup droit de Nadal, tu gagnerais Roland-Garros, tu vois. Bon, bah vas-y, commence à t'entraîner, tu vois. Bon, il y a peu de chances pour que ça marche, en fait. Bah, le gros hacking, c'est ça. Ce serait Nadal qui enverrait des mails à des gens pour leur dire, hey, j'ai la méthode. Si tu suis mes conseils, tu auras le même coup droit que moi et tu vas gagner Roland-Garros. Bon, bah, tu vois bien que ça marcherait pas, quoi. Les gens sont pas complètement idiots. Mais, bizarrement, dans les rooms du growth hacking, bah, ça marche. Parce que les gens se disent, si machin a réussi, pourquoi pas moi? Sachant qu'ils truandent un peu leur réussite. Hein. Bien sûr, non mais ça, on n'a pas besoin de le... Tu vois, contrairement à Nadal, où on peut pas trop contester le fait Ouais. qu'il gagne Roland-Garros, quoi. Tu vois, c'est un peu incontestable. D'ailleurs, je vois pas pourquoi ils font Il y en Roland-Garros. a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. Pas la peine de faire Roland-Garros, il faut donner directement le titre à Nadal. Oui, oui. Bah, c'est la même chose que, Non, c'est la même chose que si tu écoutes les conseils de Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, comme chacun sait, tu peux te dire quand même que le gars, il a de quoi dire qu'il a réussi, quoi. Tu vois? Bon, mais au-delà de ça, les conseils des gens qui donnent des conseils, moi, je fais pas ça. Je dis pas aux gens faites comme moi. D'ailleurs, ce serait ridicule et ça marche pas. Enfin, ça marche pour moi, mais je veux dire, ce qui marche pour moi ne marche pas pour les autres. Et puis mon objectif et même mon envie de faire des choses n'est pas la même, quoi. Donc, je sais pas. Les conférenciers, c'est pareil. Tiens, on n'a qu'à faire tous comme Gad Elmaleh, bon, qui d'ailleurs lui-même fait comme un certain nombre de gens qu'il a copié. Oh, Paraît-il. t'es méchant. Bon, mais Copie comique. ok, mais on sera quand même pas Gad Elmaleh, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'y arriverai pas, hein, ça c'est sûr. Hein. Et je vois pas l'intérêt, en fait. C'est ça qui est terrible. Mais en marketing, les gens ne font pas l'effort de se rendre compte que ce qui marche pour Michelin ne marche pas pour toi, et ce qui marche pour, tu vois, enfin, peu importe les marques, quoi. Tout à l'heure, on parle d'Alexis Grus, mais Alexis Grus, c'est une marque unique. Tu voudrais appliquer la même méthode pour ton cirque, mais ça marchera pas. C'est pas possible. C'est pas ça du tout le marketing, hein. Vraiment, c'est pas ça. Donc c'est ce qu'on explique dans le livre. On essaye de dire aux gens, concentrez-vous sur la valeur que vous créez pour les clients. Essayez de comprendre que c'est l'excellence de l'expérience qui fait qu'à la fin on parlera de vous et qu'ils auront envie de revenir. Et ça, si on prend Alexis Grus, c'est typiquement ça. Je veux dire, c'est devenu une marque parce que c'est une excellence dans le spectacle, c'est un style que les gens ont apprécié, aimé et ont envie de partager autour d'eux. Et la force de ça, c'est ces gens-là s'adressent aux gens qui aiment le cirque. Enfin, on peut plus le dire aujourd'hui, enfin, qui aimaient le cirque. Et voilà, tout le monde n'aime pas le cirque. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont réussi à bousiller cet art du spectacle parce que soi-disant ils défendent les animaux. Bon, ça on peut en parler longtemps, mais
Euh, Moi, je sais pas, j'ai été élevé par une grand-mère qui adorait le cirque, qui m'a emmené dans tous les cirques, et j'ai trouvé ça fantastique. Moi, Bon, ma grand-mère travaillait dans un cirque, monsieur Patrice Lobinia. Donc moi, attention, mes attention. respects. Elle faisait du trapèze, hein, attention. Bon, et on avance sur un truc, c'est que après, donc on passe sur les solutions et Ouais, l'analyse. Alors, j'allais dire un peu plus positif. bien sûr. Explique-nous ta double hélice. J'allais dire de Crick et Watson, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est la double hélice de Guy Henneuk et Lobinia, Ouais. la double hélice du zéro. Est-ce que tu peux nous faire un peu Je le vous pitch de pitch ça? ça. Ouais, je Ah vous ouais. pitch ça. Bah, la double hélice, c'est l'idée de notre rencontre, en fait. Philippe, c'est quelqu'un qui est dans le marketing depuis longtemps aussi, mais qui est dans le métier au quotidien et qui, lui, subit la pression d'un COMEX, hein, d'un patron. Et on lui demande des leads et on lui demande des résultats. Donc, lui, il est dans le marketing, on va dire, il faut que ça marche, quoi. Il y a pas de, c'est le métier, quoi. C'est l'opération, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, comment on y réfléchit. Moi, je suis plutôt depuis toujours du côté du conseil en agence ou en consultant aujourd'hui, et donc je suis, on va dire, un peu plus dans la réflexion, dans l'inspiration. Et donc on s'est dit, bah en fait, on va décrire la façon dont on aimerait que le marketing soit fait sur ces deux axes. Moi, je vais prendre les lignes d'inspiration et de l'autre côté, Philippe va prendre les piliers du métier qu'on a aussi mis dans l'idée de l'expiration, puisqu'en fait, on propose un marketing qui respire, qui donne de l'air et qui crée du sens. Mais donc, on est dans l'inspiration, respiration, et ça commence par zen, évidemment, avec cette idée qu'on devrait prendre le temps de réfléchir plutôt que d'être dans l'agitation permanente. Et nous, on incite les gens à réfléchir, on incite les gens à prendre du temps, à accepter que les choses se font lentement, que les succès dont tout le monde parle, ils sont pas si immédiats, et on peut reprendre toutes les histoires, hein. Moi, j'adore les licornes, j'adore Blablacar, j'adore, tiens, Content Square qui a levé je sais pas combien, 500 millions, je crois, il y a pas très longtemps. Mais c'est une boîte que je connais depuis 15 ans, ou, enfin, je sais plus, 12 ans en tout cas. Et ben ça s'est pas fait en 2 jours, hein. Les gens pensent aujourd'hui que tout va se faire comme ça. Tiens, envoie des mails, ça y est, c'est bingo, quoi. Non, non. D'ailleurs, de la même façon que on a beau annoncer la sortie du livre, parce qu'en fait, il sort demain en réalité. Oh la vache. Non, il sort le 11, Ah, je c'est suis pas un demain, c'est privilégié. après-demain. Je suis un Ouais, tu privilégié. l'as lu avant même qu'il soit sorti. Oh la Et vache. et ben les gens vont pas se précipiter, tu vois. Enfin, il faut les gens, les consommateurs, les clients, ils ont besoin de temps. Enfin, leur vie, c'est pas, ils peuvent pas tout acheter le même jour. Donc, le marketing, c'est ça, c'est prends du temps, construis les choses. Et donc, on a voulu être dans l'inspiration d'un côté et dans le métier de l'autre. Alors, l'inspiration, c'est le Z pour zen, le E pour émotion, dont j'ai déjà longuement parlé, le R pour reload, cette faculté qu'on a perdue dans le marketing de partir de zéro, de repartir de zéro. Et puis le O pour open, parce qu'en fait, aujourd'hui, si on n'est pas dans le transversal et dans le collaboratif, dans la co-construction, ben voilà, on fait pas grand chose, on fait du benchmark de soi-même, quoi, tu vois. Donc, il y a beaucoup de boîtes qui se benchmarkent elles-mêmes pour dire, alors l'année dernière, voilà ce qu'on a fait. Alors ça, bon, ça c'était pas mal, et ça, oui, bon, peut-être que ça on pourrait l'améliorer. Si tu sortais un petit peu de ta tour et que tu ailles voir un peu ce qui se fait ailleurs, peut-être que ça t'inspirerait davantage que de faire du benchmark de toi-même. Donc voilà, ça c'est pour l'inspiration rapidement. Et puis de l'autre côté, le métier, ben le métier c'est le zoom, donc c'est la vision. Alors là aussi, il y a plein de gens qui en parlent, hein, mais savoir dans quel sens tu vas et où tu vas emmener tes clients. Pour nous, c'est pas simplement le why dont tout le monde parle maintenant depuis Simon Sinek depuis 15 ans. Hmm. C'est Mais pas t'en parles seulement cette aussi. réflexion, c'est savoir où tu veux emmener les gens. C'est qu'est-ce que eux veulent faire avec toi, quel est le chemin que tu vas parcourir avec eux. C'est vachement important d'avoir cette vision et de la tenir. Ensuite, on est sur le E de l'expérience. Évidemment, tout le monde maintenant comprend qu'on vend plus des produits. Enfin, tout le monde, c'est pas vrai, hein. Une partie des gens comprennent qu'on vend pas des produits, mais une expérience.
quand tu vends une conférence, vous le savez ici, Philippe, Eric, Claude, Christian, tu vends pas, enfin, tu vends pas un contenu, tu vends ce qui va se passer, quoi. Moi, je vous écoute régulièrement. Les speakers, ils parlent de cette, comment dire, de ce partage émotionnel avec la salle, de retour, d'échange, d'un moment qu'on peut pas décrire, quoi. Tu vois, ça se passe là entre eux. Enfin, c'est de l'humain purement, mais c'est une expérience, c'est pas autre chose. Donc ça. Ensuite, reframing, c'est le R de reframing, c'est pour dire en fait, rééquilibrons les budgets et essayons de sortir un petit peu de l'action pour l'action. Il y a beaucoup de budgets marketing qui sont dévorés par l'action et donc il y a zéro budget pour la réflexion et pour la stratégie et pour l'étude et pour la compréhension des gens. Et puis enfin le opinion, c'est l'idée des process du marketing qu'on doit recomprendre, retravailler à partir de l'opinion qu'ont les gens de nous. Et ça pour moi c'est la vision qu'on partage avec Philippe là-dessus sur l'idée que tu ne peux pas parler aux gens de la même façon. Non pas parce que ils ont pas les mêmes comportements, les mêmes goûts, etc., ce qui est déjà vrai, mais surtout parce qu'ils n'ont pas la même opinion de ce que tu fais, ou la même idée de ce que tu fais. Et entre les gens qui sont très fans de ce que tu fais et puis ceux qui te connaissent pas, bah, tu peux pas leur adresser les mêmes messages, d'une part, et puis tu peux pas employer les mêmes moyens ou les mêmes méthodes, tu vois, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc tu vas pouvoir parler à ceux qui sont ta communauté de clients fans, ou vraiment dans l'adoration éventuellement, euh, avec d'autres idées, d'autres moyens, et tu n'as pas besoin pour cela de leur vendre quoi que ce soit. Donc par exemple, ça fait quand même 20 ans que les enseignes n'ont toujours pas compris que faire 25% de réduction aux gens qui ont la carte Gold, c'est une aberration totale, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est les gens qui t'aiment et tu voudrais leur rendre de l'argent, tu vois. Enfin, c'est délirant parce que eux, justement, puisqu'ils t'aiment, ils sont prêts à t'en donner. Donc, ça n'a aucun sens, en fait. C'est carrément contre-productif. Donc, il y a très peu de gens qui ont réussi à comprendre ça et c'est désastreux. Et de la même façon, il faudrait que tu arrêtes de parler aux gens qui veulent pas que tu leur parles, quoi. Enfin, pour moi, c'est un combat d'essayer d'expliquer aux gens, parle à moins de gens, mais parle-leur mieux, tu vois. C'est-à-dire Je que croyais que t'allais dire arrête par la de main. parler aux gens qui ne veulent pas t'écouter, quoi. Je croyais que t'allais dire par la main. Je vois qu'il y a Sandra, Pierre, Alice dans l'assistance. N'hésitez pas à monter si vous voulez poser des questions à Patrice, parce que moi, à mon avis, vu le puits de science et le travail qu'il a fait d'analyse de son métier et du parcours des marques et tout ça, il a des choses à nous dire pour vous, les conférenciers. Moi, si tu veux bien, j'ai une petite remarque avant de passer la parole à Pierre. Il y a des gens que j'aime beaucoup, et j'en avais même dans mon agence à une époque, c'est ceux que maintenant on appelle les copywriters. Hein, donc Ouais. ceux qui font le contenu là. Nous à l'époque on disait content is king. J'aime beaucoup les gens qui racontent les histoires et tout ça. Et là c'est pareil, vous analysez, vous décortiquez ce qu'est un storytelling, mais de manière magistrale. J'ai adoré ce passage de Pixar, là, comment une histoire Pixar est montée et tu résumes ça en 5 lignes, c'est excellent. Moi, j'ai entendu, pour le coup, des copywriters qui travaillent aujourd'hui dans des démarches de gros hacking, dire, bah, nous, on va chercher les problématiques, on va chercher les mots des gens, et pour ça, on va sur les forums, y compris sur les forums de livres, pour voir ce que les gens ont dit quand ils ont lu tel ou tel livre, qui correspond, en fait, par exemple, ceux qui auraient lu Marketing Zéro, qu'est-ce qu'ils en disent et quels sont les reproches qu'ils vont faire. Ah bah on aurait aimé peut-être, je sais pas moi, un peu plus d'exemples applicables tout de suite. Bah tac, les mecs ils notent ça, puis après ils vont faire du storytelling pour vendre leurs produits, leurs services, etc. de gros hacking en disant vous êtes passionné de marketing mais vous aimeriez quelque chose de plus facile à appliquer, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ce machin-là. Et pourtant, ça répond. Donc ce truc-là, on va le dénoncer, parce qu'on va dire ils nous prennent pour des pimpins, enfin vraiment. Et en même temps, ça répond à cette phrase là, que j'ai notée parce que je la trouve magistrale. C'est vous, public, avez un problème que nous avons identifié.
entre parenthèses, c'est l'insight. Et ça peut démarrer avec le Start Why Start with Why de Simon Sinek que tu citais tout à l'heure. Voici ce que nous allons faire pour le résoudre et les bénéfices que vous en retirerez, c'est notre promesse, et voici ce qui garantit que nous allons réussir, entre parenthèses, notre atout. Donc on est quand même dans ce qu'on appelait le vous-genou avant, Ouais. un peu revisité, un peu plus malin, mais ça correspond à ce que les gogos, je les appelais comme ça tout à l'heure, qui nous bassinent avec leur truc qui va multiplier par 100 notre chiffre d'affaires dès demain. C'est quand même ce qu'ils font en allant sur les forums, en allant chercher des trucs et ça. Qu'est-ce que tu conseilles de faire, toi, s'il faut pas faire ça, du volume et puis Non, comment tu vois le truc? Évidemment, ils ont compris le truc, ils ont compris les mécanismes de la narration et du storytelling, donc ils jouent sur l'histoire, effectivement, situation, contexte, problème, solution, bénéfice. Donc Disney, quoi, en fait, tu vois, c'est très facile à suivre. Une fois que t'as les bases, tu peux l'expliquer à tout le monde. Hein. C'est l'avantage de ces gens, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de faire trop d'efforts. Ils ont été nourris au Disney toute leur jeunesse, donc ils ont compris le truc, quoi. Donc une fois qu'on leur a expliqué les rouages de ça, ils te construisent des messages à l'infini. Mais en réalité, même si j'adore la narration et si je travaille beaucoup sur la façon dont on raconte des histoires, j'aime beaucoup ça. Et c'est vraiment passionnant à décrire de cette façon. Donc je leur en veux pas là-dessus. Là où ça va pas, c'est sur l'idée de la promesse que tu soulignes, en fait. C'est-à-dire que la promesse, il faut qu'elle soit tenue. Enfin, la promesse, chez Disney, c'est pas très grave, mais dans la vie des entreprises, c'est autrement plus important. Et donc, aujourd'hui, on est passé au story doing. C'est-à-dire, raconte ce que tu vas faire vraiment. C'est-à-dire que tu peux raconter ce que tu fais vraiment. Tu n'es pas obligé de raconter des trucs à dormir debout, quoi, tu vois. Les 7 nains qui vivent dans la forêt, ben moi, ça fait longtemps que je les cherche et je les ai jamais vus encore. Donc, j'adorerais les rencontrer, tu vois, mais non, en fait, ils sont pas là. Donc c'est exactement ce que ces gens-là font. Ils te disent, voilà, applique le schéma, applique la méthode du storytelling et tu vas voir, ça va marcher. Sauf que si t'as pas de promesse, ou si plus grave encore, ce que tu fais ne correspond pas à l'histoire que tu racontes, bah ça va engendrer une catastrophe. Pierre, merci d'être monté avec nous sur scène, et puis les autres amis qui êtes déjà sur scène, n'hésitez pas à réagir. Je vois que Christian prendra la parole aussi. Oui. Pierre, tu veux ah bah n'hésitez pas. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Non, Pierre, Non, j'ai fait monter Pierre. Voilà. Je m'en voudrais. Salut Pierre. Salut Patrick. Je voulais intervenir au sens où c'est sûr que moi qui suis dans le marketing B2B, je suis extrêmement confronté par quelque chose qui a apparu, on va dire, il y a une dizaine d'années, où on affronte, on va dire, les dinosaures. Les dinosaures, c'est-à-dire ceux qu'ils font à l'ancienne. Je pense que malheureusement, Patrice et moi, on est dans des gens qui avons compris quelque chose du marketing. Je ne te permets pas de me qualifier de dinosaure. Et tu as les nouveaux qui sont drivés aussi par les entreprises. Faut pas l'oublier que pour moi, le principal coupable, c'est ces entreprises qui sont souvent drivées par trimestre. Et j'ai l'habitude de dire, de manière générale, il n'y a pas de raccourci dans la vie. Et j'aime l'adapter aussi pour le marketing. C'est pareil, hein, s'il faut 9 mois pour accoucher, c'est pas en mettant 9 femmes en parallèle qui vont faire pendant un mois un effort pour accoucher. Donc, si vous connaissiez pas cette image. Et donc l'idée c'est que on a l'impression que tout le monde est en retard dans la boîte, hein, les chiffres sont en retard, etc. Et tout à coup, c'est au marketing de devoir rattraper, re-remplir le pipeline, etc. Et comme le dit Patrice, je pense qu'il y a un rythme, il faut semer pour récolter. J'ai l'impression d'être 20e siècle quand je dis ça à chaque fois. Je racontais à Patrice il n'y a pas très récemment, j'ai un de mes clients qui nous a interrogé, un certain nombre de fournisseurs, et il m'a dit, vous êtes le seul à dire ça. Il dit, c'est incroyable, tout le monde me parle de social selling, de LinkedIn, d'automation, etc. Et j'ai dit, oui, mais écoutez, voilà, j'aimerais qu'on démontre que j'ai tort, mais c'est sûr que ça paraît plus excitant d'appuyer sur un bouton et d'avoir des résultats que de semer pour récolter.
Et je pense que depuis qu'on a inventé le CRM, je pense que Siebel puis Salesforce ont inventé le CRM pour les directeurs financiers, pour dire vous allez arrêter de dépendre des commerciaux, vous allez mettre en place une machine qui va vous remplacer quelque part vos commerciaux, et on va traiter le customer journey, on va vous choper dès le début et on va vous attraper jusqu'à la fin, et voilà, voilà. Donc voilà. Ouais. Et je voulais partager parce que je me sens absolument à contre-courant de ce court-termisme et de ces statistiques où on mesure, je sais pas quoi, des clics, des ouvertures, des événements, des downloads, enfin voilà ce qu'est le marketing d'aujourd'hui, où on cherche des digital marketing, hein, comme le dit Patrice, on cherche plutôt dans les pays de l'Est d'ailleurs en général. C'est Ouais, pour ça qu'on... le Ouais, prochain pardon. fantasme, c'est l'intelligence artificielle qui va, en plus, soi-disant, aider tout ça. Ah, mais il en Oui, parle, il bah, en parle dans son livre. Ouais, ça Ouais. alors, marche déjà. Ça marche déjà. Oui, non, mais bien c'est ce sûr. que je sais pas qui disait qui pêchait dans les forums les mots via de l'intelligence artificielle. De toute façon, dès qu'on a le mot intelligence artificielle, on rajoute quasiment un zéro à la valorisation de sa société. Donc ça devient malheureusement une mode. Et je pense, moi j'ai suivi pas mal de growth hacking où il y a des choses intéressantes quand même en growth hacking, mais ce qui est Bien sûr. surtout intéressant, c'est d'être confronté enfin vous essayez de vendre des randas, faut voir que le message initial, il est pathétique. Il y a aucun marketing. Il y a peut-être un graphiste, il y a peut-être un copywriter, mais vraiment basique, mais il n'y a aucune réflexion marketing comme tu l'entends, Patrice. Alors, le growth hacking qui n'a aucun ego, hein, qui va juste faire du A/B testing en permanence, bah, quelque part, il va être meilleur que le graphiste qui a essayé de faire quelque chose. Alors, voilà, et je pense Bien que sûr. c'est peut-être mieux de faire du A/B testing sans ego, c'est-à-dire sans savoir qu'est-ce qui va marcher. On constatera a posteriori là est-ce qu'il faut mettre une femme ou un homme, hein, moi j'ai suivi ça dans les fenêtres, j'étais étonné. Le type disait oui, les fenêtres c'est un business d'hommes, donc on mettait des hommes. Et le gros hacking a dit non, il faut mettre une femme. Et en effet, ils ont 100 fois plus de clics parce qu'il y a une jolie fille. Alors, pourtant, c'est des recettes éculées, hein. Mais pourtant, apparemment, là, les statistiques sont là. Mais on se dit, bon, qu'est-ce que c'était le marketing de ces vérandas ou de ces fenêtres? C'était pathétique, quoi, hein. C'était de la, comment on appelait ça à l'époque, de la réclame, quoi. Voilà, on est retombé dans la réclame. Parce qu'on met pas les moyens du temps, d'une réflexion, comme tu dis, de l'ADN de la société, des valeurs de la société, voilà. Hmm. Voilà, Ouais. Alors, et du coup, pardon. avant de passer la parole à Claude, si tu devais faire la même remarque, mais au lieu de parler de véranda, et si tu parlais de conférenciers ou d'animateurs d'événements et tout ça, pour se rapprocher un peu de notre club, qu'est-ce que tu pourrais dire qui nous éclaire un peu? C'est à moi que tu poses la question, Eric? Bah, vous deux, Ouais. Pierre et à toi, Non, mais parce que vous êtes encore en je vais phase, je essayer de pense. répondre à Pierre. Bon, d'abord, il y a effectivement plein de gens qui en sont encore à essayer de vendre des produits, hein. C'est leur seule ambition. Donc, le marketing pour eux, ça consiste à essayer de trouver le plus, l'argument qui va permettre de choquer ou de séduire. Et bon, il n'y a pas beaucoup de réflexion derrière tout ça, on est d'accord. Donc là, ils sont dans la capacité à aller vers ces techniques-là. Si on prend les conférenciers, pour revenir à ça, euh, là aussi, je pense que on a un certain nombre de gens qui proposent un peu les mêmes sujets. Et j'ai l'impression, moi, vu de l'extérieur, mais je connais pas assez ce monde-là, que ben beaucoup s'engouffrent dans une brèche en mode motivation speaker, par exemple. Donc on en connaît certains, euh, avec l'idée que voilà, on va traiter un truc qui va faire de l'émotion. Tu vois, maintenant on a beaucoup ça. On a les gens qui viennent et c'est pas du tout une critique, hein, mais je veux dire, on est évidemment touché par les gens qui nous racontent leur parcours extraordinaire. Ils ont subi un accident, ils ont subi un problème, ils ont été confrontés à une difficulté énorme, et puis ils ont réussi à s'en sortir. Ils sont magnifiques, ils sont formidables. Et j'en connais plein, et c'est vrai que quand tu les vois, moi j'en ai vu plein sur scène, et c'est forcément touchant parce que c'est un humain qui te parle et qui te raconte ça. J'ai envie de te dire,
est-ce qu'à part le fait qu'ils t'expliquent leur résilience et leur capacité à dépasser des problèmes, t'as appris quelque chose? Moi, je sais pas. Je suis une entreprise. Alors je me dis oui, ça va toucher ça va toucher mes collaborateurs. Ils vont se dire ah ouais, nous aussi on peut être comme ça, on peut être Superman, alors qu'on vit dans les difficultés. C'est aussi ça le marketing, c'est trouver un truc différent à raconter, tu vois. Je veux dire que aujourd'hui tout le monde crie contre Amazon, mais si tu avais eu l'idée, tu vois, à la place de Jeff Bezos, tu l'aurais peut-être fait et tu te serais dit, bah finalement c'est moi le génie. Bon, bah là maintenant, nous on est enfin les Français, on est très fort pour ça. On est très fort pour dire, bah non, c'est pas bien parce que là ils gagnent trop, quoi, tu vois. C'est comme tout à l'heure, j'ai entendu, bah on n'a qu'à donner la coupe à Nadal, c'est pas à peine qu'il joue, tu vois. Bon, bah c'est pareil, quoi. Bah ouais, d'accord, mais enfin tout le monde n'est pas Nadal, quoi. Donc moi je préférerais que les conférenciers, mais je dis ça, je les connais pas, hein, en fait, j'en connais que quelques-uns. Je préférerais que les conférenciers créent de la valeur dans le public plutôt que se mettre un peu trop facilement à jouer sur l'émotionnel. Moi, je suis le gars qui parle de marketing émotionnel Ouais, sur scène. Tu m'as vu, Eric, Ouais. et en fait, d'ailleurs, plusieurs fois, on m'a fait cette réflexion. On m'a dit, mais en fait, c'est assez bizarre parce que t'es hyper froid. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'émotion, en fait. Ton humour, on le comprend pas. Enfin, il est trop british pour nous. Tu nous passes des trucs. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est ça mon style, quoi, tu vois. Ouais. Je te vends pas T'es de l'émotion. si, t'es si je Je te authentique. vends devais, une réflexion. C'est pas pareil. voilà, t'es toi-même. Si je devais revenir sur les conférenciers, moi je suis pas d'accord avec toi, Patrice. Moi je pense que Ah, tant mieux. des gens inspirants ils sont passés par. Moi je crois qu'il y a, je sais pas s'il y a eu des statistiques récemment ou des études récentes et par génération, puisqu'on est aussi beaucoup à discuter et à confronter les différentes générations. Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont coincés dans une vie qui leur plaît pas, mais ils sont coincés parce qu'ils ont des emprunts, parce que c'est leur zone de confort. Et moi je trouve que quand certaines personnes expliquent, racontent leur parcours malgré leurs difficultés, ben, je pense que c'est inspirant pour se dire, ok, ben, peut-être qu'il faut pas procrastiner, mot très à la mode, et se dire, ben voilà, comment moi Non, mais en je fait, je peux suis être heureux d'accord avec toi avec plein là-dessus, d'autres. hein. C'est Mais vrai. et Je me donc suis mal exprimé. Alors, je vais reprendre mon pour moi point. dans les conférences, enfin, je suis pas un spécialiste en plus des conférences. L'important c'est de trouver celle. Alors si on revient sur le marketing, c'est de trouver celle qui correspond à ce qu'on attend à l'instant T. Et après arriver à avoir la promesse qui est livrée. Ouais, Voilà. mais Pour moi en c'est fait, ça c'est ça c'était que pas ça j'attends. mon point, Pierre. Ah pardon. Je vais te le redonner parce que j'ai du mal à m'expliquer. En fait, mon sujet, c'est de dire, si on applique les mêmes techniques marketing que le growth hacking, par exemple, aux conférenciers, ce qui va se passer, c'est que demain, Eric, il va se retrouver avec sur sa plateforme, c'est peut-être déjà le cas, et Philippe aussi, 500 000 conférenciers qui sont sortis de nulle part et qui vont nous raconter leur life, comment ils ont vécu une enfance difficile et comment ils ont réussi à surmonter leurs difficultés, tu vois. C'est exactement ce qui va se passer si jamais on leur dit, bah en fait c'est ça le marketing, tu vois. Donc tu vas nous faire un pitch vachement émotionnel, tu vas d'un seul coup dramatiser la situation. T'as perdu ta mère, il te manque une jambe. Je dis ça sans vouloir toucher des gens en particulier, hein, c'est vraiment pour caricaturer. Et d'un seul coup, les gens vont se dire ah génial, le gars incroyable ou la fille, c'est formidable, tu vois. Et c'est désolant. Enfin, je trouve ça désolant. Si on Oui, appliquait les techniques marketing aux il- conférenciers, voilà ce que ça donnerait. Oui. Moi, Alors, je pense pas du tout là. Je vais réagir à ce que dit Patrice. et je réagirai Plusieurs, après. Ouais. ouais, plusieurs choses. Je fais Il un y a peu de plein. provoque pour animer la room. Je sais pas Ouais, si vous avez vu. C'est bien. je sais que tu es un peu rebelle, Patrice, et c'est ça qui m'intéresse. Mais en même temps, il y a plein de points sur lesquels on est parfaitement alignés. Donc, je voudrais revenir sur ce que tu as dit au début de la room, là, quand tu dis les gens sont saoulés par le marketing, ils n'y croient plus, etc. Moi, je partage un autre point de vue. Je pense qu'au contraire, les gens ne connaissent pas vraiment le marketing. Donc, c'est un manque de connaissances, c'est un manque de compétences.
Et en fait, Eric l'a très bien dit, je l'ai entendu de beaucoup de monde, c'est-à-dire que marketing égale communication, marketing égale promo, et ça n'a rien à voir. Et donc, il faut se former au marketing. Et il y a même des directeurs marketing qui mélangent marketing, communication, content marketing, et en fait, on mélange tout dans tous ces termes et dans les actions. Donc en fait, moi, c'est depuis mes 20 années de conseil, souvent je clarifie les choses et même en conseil pour faire le point entre les deux, pour pas tout mélanger. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un formidable axe de progrès pour clarifier les choses. D'ailleurs, le livre va y contribuer parce que, en effet, l'exercice est fait. Ok, génial. Alors moi, je l'attends le livre, hein, Patrice. Il n'est pas sorti, il y a que moi. Il est en vente sur toutes les librairies et il sera disponible le vendredi. Voilà. Ok, promis. Après, dans ton exemple sur LinkedIn, tu dis, voilà ce qu'il ne faut pas faire, parler de soi. Moi, j'y mets une nuance. Parler de soi sur LinkedIn, c'est pas du marketing. Pour moi, parler de soi et parler de la conférence qu'on vient de faire ou d'un événement ou de quelque chose particulier, c'est de la communication et c'est contribuer à communiquer sur son soi, sur sa marque, sur son personal branding. Si je fais uniquement de la communication sur LinkedIn, effectivement, ça va pas suffire puisqu'en amont, il faut que j'ai réfléchi sur ma stratégie marketing et j'ai beaucoup aimé, parce que vous avez dit tous les deux, Patrice et Pierre, c'est qu'à un moment donné, il faut une réflexion de stratégie marketing avec des éléments de différenciation. Et je dirais que aujourd'hui, c'est surtout là-dessus que les conférenciers pêchent. C'est qu'il n'y a pas assez de réflexion marketing pour se différencier et pour faire vraiment du marketing spécifique. Voilà. Tu vois qu'on se rejoint là. Ouais, là, vous êtes d'accord. Mais moi, ça répond pas à ma question. En revanche, moi, ça répond pas à ma question. C'est qu'est-ce qu'on doit faire? Ma question, Patrice, c'était pas qu'est-ce que le conférencier on ne doit pas faire. Non, ma question n'était pas qu'est-ce que le conférencier doit faire comme conférence, parce que ça, pour le coup, si sa conférence est une conférence bidon, sans apport, sans élévation, il m'intéresse pas. Mais je pars du postulat que le conférencier a une conférence super intéressante, très précise, qui n'est pas la même que son voisin. Alors là, en bas, je vois Stéphane Moriou qui nous a rejoint. Lui, il fait des conférences sur le feedback. Je pense que c'est le seul qui fait véritablement bien ça en France. Bon, bah voilà, il est super spécialisé là-dessus, etc. Bon, ok, très bien. Donc, le conférencier, il a son positionnement. Il l'incarne, c'est congruent, ça apporte de la valeur. Quel marketing doit-il faire sur ça? Sur lui et sur sa conférence? Ça, j'ai pas la solution. Pour le coup, je vais t'acheter une prestation de conseil là-dessus parce que c'est vraiment important pour moi. Qu'est-ce que je peux dire à un conférencier pour dire, tu vois, il publie des trucs qui sont pas intéressants, une photo de toi sur scène, bon, ok, c'est bien, mais ça sert à quoi? Donc, qu'est-ce qu'il doit faire comme publication, ou pas d'ailleurs, pour faire leur marketing et se faire connaître, en fait, hein, pour devenir les Alexis Grus de la conférence. Oui, alors. Quel support? Oui, juste je me permets un point pour finir ce que je voulais dire et répondre à Eric là-dessus. Si je fais du marketing, c'est pas dans un premier lieu pour me faire connaître. Le marketing, ça sert à développer du business, développer du chiffre d'affaires avec, et c'est dommage, Patrice l'a pas prononcé, mais je sais qu'il en parle, un côté humain et un côté éthique. Ça, c'est du marketing, c'est du court terme. Les actions marketing opérationnelles et relationnelles vont servir à développer à court terme du chiffre d'affaires, etc., etc. D'ailleurs, il a commencé un peu à faire ça, Stéphane, sur quelques opérations et publications marketing dernièrement. Et là, on commence à y voir un peu plus clair. Si je veux me faire connaître, je dois développer vraiment après des actions de communication et c'est bien la com plus le market qui vont contribuer à développer tout ça. Moi, j'avais juste une question à Patrice qui était de dire pourquoi ne parles-tu pas de marketing éthique, Patrice? Alors, il y a plusieurs questions. Je voudrais quand même répondre à Eric, Claude, mais je vais essayer de te répondre aussi après. D'abord, je rappelle quand même que le livre, c'est Le marketing responsable dont vous êtes le héros. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, on parle assez peu d'éthique parce que c'est un sujet compliqué. Déjà, tu disais tout à l'heure, et c'est pas complètement faux, qu'il y a pas mal de gens qui comprennent pas vraiment ce qu'est le marketing. Alors, si on se met à parler d'éthique, on va rentrer dans un débat philosophique. Et pour moi, ça va devenir un peu compliqué. Moi, je veux bien qu'on parle d'éthique, mais il y a plein de gens qui confondent la morale et l'éthique.
et ça n'a vraiment rien à voir. Donc, restons déjà sur la responsabilité. À mon sens, c'est déjà très suffisant. Et donc, pour parler, Eric, et pour essayer de répondre, d'abord, bienvenue, la consultation, ce sera avec grand plaisir. Moi, j'aime bien l'idée de choisir mes clients, donc je serais ravi si c'était le cas. La deuxième chose, c'est que je sais pas si, alors, pour les conférenciers, il y a évidemment une stratégie, quoi. Enfin, il faut réfléchir à quelle est la stratégie, alors, il y a deux types de conférenciers à mon sens, hein. Il y a ceux qui sont dans l'idée, comme c'est un peu mon cas, de venir raconter leur vision d'un métier ou en tout cas de quelque chose à partir d'un contenu, puisque moi finalement je suis devenu conférencier à partir du premier bouquin, et on m'a demandé de le présenter, puis on m'a demandé ensuite de le raconter, d'en faire autre chose. Et je me suis découvert ce goût pour aller, ce que je n'imaginais pas du tout possible, hein, mais pour aller sur une scène parler à des gens. Mais il y a des gens dont c'est le métier. On va dire que ce sont des conférenciers professionnels dont l'unique source de revenus est de vendre des conférences. Je pense que c'est à cela que tu fais référence. Et Ouais, évidemment, Non, mais bien sûr. j'ai mon point là-dessus. Je vais te répondre là-dessus. et Patrice. évidemment pour eux, là il y a une vraie stratégie marketing à mettre en place, j'imagine, et on pourrait le faire. Maintenant, ça part de l'idée de ce que tu offres finalement. Qu'est-ce que tu fais vraiment pour que il y ait un minimum. Alors, on va revenir sur mon sujet, hein, qui est de parler mieux à moins de gens. Pour moi, la principale chose, c'est quel temps et quelle énergie, quelles ressources, quels moyens tu consacres aux gens qui seraient déjà convaincus ou séduits par ce que tu fais. Et tu vois, et si tu fais pas plus d'efforts pour eux, bah ça va pas marcher en fait. Parce que tu vas consacrer ton énergie à envoyer des mails à des gens qui en ont rien à faire et à qui tu vas essayer de dire au fait, je fais des super conférences les gars, est-ce que vous voulez venir, inscrivez-vous, etc. Moi, je trouve que ça, c'est un truc qu'on a du mal à accepter, c'est d'arrêter de perdre du temps et de l'énergie pour parler à des gens qui de toute façon ne seront pas tes clients, qui ne viendront pas à tes conférences. Donc, mon premier conseil, en direct, gratuit, c'est de dire arrêtez de parler à des gens qui ne viendront pas à vos conférences, quoi. Bah, soyez lucides. Du Ouais, qualitatif plutôt que du quantitatif. ouais, c'est-à-dire autour de toi, tu as un certain nombre de gens qui t'aiment, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, quel que soit le conférencier, il y a forcément des gens qui, au minimum, partagent son sujet. Alors, c'est là où on va rejoindre Claude sur l'idée, si tu communiques pas du tout, bah, évidemment, personne sait ce que tu fais. Donc, il y a un moment où c'est compliqué d'engager une conversation et de devenir un membre de ta communauté. Mais si tu fais un minimum d'efforts, bah, il y a des gens qui le font. Regarde, l'exemple de la room de ce soir. Je t'envoie un livre, tu me fais le plaisir d'en lire déjà pratiquement la moitié ou plus, je ne sais pas où tu t'es arrêté exactement, et on fait une room pour en parler. Bah, si je fais pas l'effort de t'envoyer le livre, on fait pas de room. Donc c'est basique, tu vois, mais je sais qu'il y a un certain intérêt ou une certaine affinité, on va dire, entre nous parce qu'on se connaît déjà et tu sais à peu près ce que je fais et que l'appréciation est réciproque. Donc j'investis du temps et des ressources pour t'envoyer un contenu qui te donnerait envie d'en parler. Bon, tu vois, c'est l'application, on va dire, à minima et basiquement d'une stratégie marketing, si on devait le dire ça. Alors, ne le prends Tu pas sais, comme ça parce que ça me fait plaisir de t'envoyer le livre et c'était pas, je veux dire, il n'y avait pas d'autre objectif que d'en avoir une conversation ensemble, mais néanmoins, c'est ça l'idée. Et pour moi, enfin, je ne vais pas envoyer un livre à 400 000 personnes, tu vois. Il y a Gabriel qui m'a répondu sur mon post sur LinkedIn aujourd'hui. Ouais, je comprends ce que tu dis, qui n'a d'ailleurs pas vu le joke, hein, le côté un peu provocateur du post, et qui m'a dit, ouais, mais tu sais, moi, mon premier livre, j'en ai envoyé 500, et il y a eu un gars pour faire un tweet.
Tu es privilégié, Eric, hein, parce que moi, il me l'envoie pas, tu as vu, hein. Tu es un client chouchou, hein. J'ai Ouais, mais tu sais, j'ai nous, envie de là, te dire, si tu l'envoies à 500 personnes au hasard, c'est normal qu'il y ait rien, quoi, tu vois. Et Ouais. puis moi, je vais te répondre aussi que je ne fais jamais 2 fois la même dédicace. Donc, je veux dire, ma dédicace, elle s'adresse à la personne. Je fais un effort, quoi. C'est le minimum de ce que je dois à celui à qui j'écris. Bah, et moi, j'ai rencontré Ça me fait des tas penser, d'auteurs qui écrivent ça, exactement la même phrase sur tous les bouquins. Bon, bah, ça veut ça- dire ils ont pas le temps, ils ont pas investi dessus. Donc, c'est normal. Si tu envoies 500 bouquins à n'importe qui, en fait, ça marche pas. Moi, j'envoie pas 500 bouquins. D'abord, j'ai pas le temps. Et puis en plus, c'est un budget. Mais en revanche, quand j'en envoie un, bah, je fais l'effort d'écrire un mot qui s'adresse à la personne, et j'ai choisi la personne, et je pense à l'avance que ça peut l'intéresser. Donc c'est ça la stratégie marketing, c'est parler à moins de gens, mais mieux. Bien. Patrice, étant donné que tu Alors, n'as pas complètement répondu à la question d'Éric qui disait comment on fait pour vendre des conférenciers parce que tu es un orateur habile, nous diras-tu comment tu vas faire pour faire la promotion de ton livre? alors attends. D'abord, je voudrais répondre à Patrice sur le côté, sur sa classification des conférenciers. Euh, moi, je suis arrivé à la FCP au départ avec une idée assez précise de ce que devait être un conférencier. Et cette idée a explosé complètement en vol à la première convention que j'ai faite avec mes collègues américains. Et en fait, ce qui fait la richesse de ce métier-là aujourd'hui, c'est la très grande diversité de styles qu'on a dans les différents conférenciers. Donc, il y a des écoles de conférenciers aujourd'hui qui essayent de te formater d'une certaine manière, et dans certains cas, justement, de te retirer ton authenticité, de retirer le fond que tu peux avoir. Et en fait, aujourd'hui, moi, je considère qu'il y a vraiment deux choses. Il y a le fond que peut présenter le conférencier. Donc, un conférencier qui n'a pas de fond, il va pas durer, d'accord? Donc, typiquement, tu parles de quelqu'un qui a eu un parcours de vie un peu compliqué et qui en parle et qui essaye d'en parler même de manière motivationnelle. Ça va pas durer très longtemps. Il faut vraiment qu'il y ait un fond, il y ait un message, un appel à l'action qui soit clair, qui ait un vrai bénéfice, hein, pour revenir à l'aspect l'intérêt pour le client. De manière à ce qu'effectivement il puisse survivre dans le temps. Et ensuite, il y a la forme. Alors, tu sais qu'on attribue à Victor Hugo que la forme, c'est ce qui permet au fond de remonter à la surface. Je pense que dans la forme, effectivement, on a plein de styles. Le conférencier motivationnel est un style de conférencier. Heureusement, tous les conférenciers sont pas comme ça. Il y a des conférenciers qui vont être humoristiques, qui vont être rigolos. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus sérieux, pince sans rire. Il y en a d'autres qui vont être pas marrants du tout. Donc, c'est ma catégorie, ça. Ben voilà. Et donc, donc, ça se travaille. Mais ça se travaille, exactement. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment distinguer le fond de la forme. Donc, si tu as le fond, on peut toujours travailler la forme. Et si par contre, tu t'amuses à faire le show avec de la forme et que t'as pas de fond, bah de toute manière, ça va pas durer. Donc, que ce soit que tu essaies d'être motivationnel ou pas, c'est pas le débat. Faut vraiment avoir, dans tous les cas, faut avoir du fond. Si possible, de l'authenticité. Et encore, ça, c'est un jugement, hein, puisqu'en fait, il y a des gens qui marchent très bien en étant absolument pas authentiques. Et éventuellement, effectivement, et ça j'y crois beaucoup, être légitime et crédible dans ton sujet. Et encore une fois, j'ai vu des gens qui cartonnent alors qu'ils n'ont aucun background sur les sujets sur lesquels ils parlent. Ouais, mais du coup, Philippe, si on est sur notre sujet de ce soir, qui est le marketing, c'est ok. Bah alors comment on fait quand on est conférencier et qu'on a un bon contenu et qu'on incarne et tout ça pour faire un bon marketing. Donc moi j'ai entendu Voilà. la première consigne qui est parler moins, parler mieux, créer de la valeur. Voilà, ça j'ai bien compris ça. Mais pousser son positionnement évidemment. Hein. Bah, tu sais, Patrice parlait de bouche à oreille tout à l'heure. Je pense que dans le marketing du conférencier, il y a évidemment bouche à oreille. Ouais, mais tu payes pas un directeur marketing ou une équipe marketing pour qu'il y ait du bouche à oreille. T'as compris quoi? Ça c'est la prod qui génère le bouche à oreille. C'est-à-dire les gens t'ont vu et puis ils vont en parler. Mais là t'as plus besoin d'équipe marketing. Moi, comment je mobilise une équipe marketing au service de conférenciers en espérant que ce soit efficace? Bah ta bouche à oreille, en fait. Ouais, alors je vais donner mon point de vue et je vais laisser Patrice parler. Effectivement, dès l'instant où tu commences à faire des conférences
puisqu'en fait, si tu veux lancer l'activité du conférencier, tu dois communiquer sur ce que tu as fait quelque part, tu dois donner des bouts de contenu de manière à ce que les gens se rendent compte de ce que tu es capable de faire. Donc, ça, c'est à minima ce qu'il faut faire, je dirais. Donc ça, c'est le content is king. On l'a évoqué et c'est ce que Patrice dit. Apporte-moi de la valeur. Moi, je suis d'accord avec ça, mais je suis d'accord avec ça depuis 20 ans. J'allais dire, là, pour le coup, dans le bouquin, j'ai appris plein de choses, mais pas ça. Moi, j'étais déjà d'accord là-dessus. J'ai pas lu le bouquin 2020, encore, quoi, mais je suis en train de le commander, là. C'est ça. C'est ça, le marketing. Tu commandes le bouquin. Un peu de performance, messieurs. Hein, bon, non, mais sérieusement, Philippe, je suis 100% d'accord avec toi. Je veux dire, tout à l'heure, j'ai réduit effectivement le conférencier à deux types, enfin deux catégories, basiquement un réflexe de marketeur. J'en suis navré, mais bien entendu, ils ont une folle diversité et c'est heureux. Et d'autre part, ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Et c'est surtout ça que je voulais dire. Moi, je crois qu'il faut arrêter alors c'est pour ça que ce serait un désastre si on voyait et pour répondre à Eric, si on voyait un modèle et puis de se dire tiens, on va l'appliquer à tout le monde, tu vois. En fait, c'est pas du tout ça pour moi le marketing, mais j'entends ce que tu dis et effectivement, il faudrait probablement travailler un petit peu sur les choses qu'on peut établir de façon structurelle pour l'ensemble des conférenciers, peut-être avec deux trois scénarios différents en fonction des styles ou des catégories de conférenciers qu'on adresse. Mais après, il faut faire un travail. Enfin, je veux dire, pour moi, le marketing tout seul, c'est compliqué. Tu vois, je prône la collaboration, la co-construction. Ouais, je comprends. Et je suis dans l'idée que aujourd'hui, quand je dis je conseille des marques et je les accompagne, j'ai arrêté de le faire en mode agence comme je l'ai fait pendant longtemps. C'est-à-dire, je prends un brief. Là, j'écoute Eric, je note et puis je me dis tiens, voilà sa problématique. Je réfléchis et dans 15 jours, je te dis ben voilà ce qu'il faut faire. Pour moi, ça marche plus quoi. Enfin, c'est quelque part voué à l'échec. En revanche, si on le fait ensemble, y compris avec des conférenciers d'ailleurs, là, ça devient intéressant parce qu'on peut vraiment construire des choses et la matière, elle est autant chez eux que chez moi. Je veux dire, moi, j'ai le mindset, j'ai de l'expérience, je sais le faire, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de le faire tout seul dans mon coin et te dire tiens voilà, t'as qu'à appliquer la recette miracle. Ce que font ce que t'as appelé tout à l'heure les gogos du go-fucking, c'est exactement ça. Et je ne fais pas ça et je ne travaille pas comme ça avec mes clients. Je travaille avec mes clients au sens on va le faire ensemble. Et pour moi, c'est la seule voie possible. Bon, moi, je suis très content d'entendre ça. Je vais donner la parole à Christian parce qu'il voulait, il voulait intervenir. Et les amis, je vais fermer les mains levées bientôt. Donc, si vous voulez monter pour témoigner ou poser une question à Patrice, Alice, Stéphane, Sandra, Hicham, Yves et les autres, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'être un héros du marketing, c'est maintenant. C'est maintenant. Tu vois, je te fais une promesse marketing. Tu fais une promesse avec, voilà, il y a une urgence. Et sachez bien qu'il n'y a que 5% des gens dans cette room qui connaissent le secret que Patrice pourrait vous révéler. Donc, n'hésitez pas à monter si vous le souhaitez. Christian, à toi le micro. Merci. Alors, je trouve que tout ça est vraiment passionnant, très intéressant. Merci Patrice, merci à Pierre également, parce que c'est très intéressant ce que Pierre a développé. Juste une petite parenthèse sur Amazon, parce que j'ai beaucoup entendu ce type d'argument en disant mais si quelqu'un avait eu l'idée ici, pourquoi il l'a pas fait? Il l'a pas fait pour la bonne et simple raison que en France, il y a des lois sur le code du travail et qu'on est obligé de les respecter. Qu'en France, quand on est une entreprise, on est obligé de payer ses impôts et qu'on peut pas traiter les gens n'importe comment. Et que ça fait quand même une énorme différence. Et que qui plus est Amazon, le succès n'est dû en Europe parce que la branche distribution est déficitaire, n'est dû qu'au cloud. Voilà quand même ce que je voulais relever. Maintenant, j'ai des questions. Parce que moi, je suis pas un spécialiste du marketing, je suis une buse, mais j'observe des choses et je me dis que ça ne change pas. Parce que, effectivement, je suis d'accord avec toi, Patrice, pour dire,
on a des méthodes qui ne marchent plus, les entreprises se rendent pas compte que c'est pas efficace, mais elles envoient toujours des emailing, elles envoient toujours des newsletters. J'observe aussi que le monde de la publicité s'est déplacé parce que c'est eux qui mènent le jeu. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de produits à vendre. Donc, l'argent s'est déplacé, il est plus en télé, il est plus en radio, il est sur le net avec Google et avec Facebook. Mais, malgré tout, on s'adresse non plus à la ménagère de moins de 50 ans, parce qu'on lui a changé de nom, et on s'adresse à la femme responsable des achats. Donc, à ce niveau-là, ça n'a pas beaucoup changé. Alors, est-ce que tout ça n'est pas aussi une histoire de data? Parce qu'en France, on est bien emmerdé avec les data, parce qu'on a la RGPD, et que les Américains font ce qu'ils veulent avec nos data. C'est le sketch que nous lisait tout à l'heure Eric. Et est-ce qu'on n'a pas un problème à ce niveau-là en France pour faire évoluer les choses? Alors, Ouais. j'ai plein de trucs. Alors, merci Christian, parce qu'il y a beaucoup de questions dans la question. Ouais. Sur Amazon, je défends pas le modèle Amazon. Enfin, je veux dire, ça m'était, enfin, je sais pas, j'ai pas d'action chez Amazon. J'aurais peut-être dû en avoir au début, mais j'y ai pas pensé. Non, c'était pas une question de combattre le modèle, c'est de dire est-ce que c'est possible ou pas en France si on avait eu l'idée. Si on a l'idée en France, on peut pas le faire comme ça. Alors, je t'invite, Christian, et puis j'invite tous ceux qui s'intéressent à aller voir une conférence, enfin, une intervention qui dure 1 minute de Jeff Bezos, qui tient il y a pas longtemps, et en fait, il redit ce qu'il a dit il y a déjà plus de 10 ans. It's always day one, au sens où c'est toujours le premier jour pour lui. Ça date de 99 même. Oui, ça date pratiquement de la conception de la boîte. Et ça, pour moi, c'est ça l'idée marketing, si on doit dire que c'est une idée marketing. En tout cas, c'est ça l'idée qui fait la différence. Il y en a plusieurs chez lui. Il y a les résultats, ça se juge à long terme, mais ça se juge pas à court terme. Ce que tout le monde lui a reproché pendant 20 ans avant de comprendre que c'est lui qui avait raison. Et deux, it's always day one. Attends, je voudrais juste finir sur ce point. It's always day one, c'est l'idée du reload, en fait. On se rejoint là-dessus, si j'ose dire. C'est l'idée qu'en fait, tu dois recommencer chaque jour. Et pour moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Tu dois donner la meilleure expérience possible à tes clients dès le premier jour. Alors, est-ce que c'est une question de data pour aller vers ta question? Effectivement, on a un handicap sur la data, mais néanmoins, les Français sont d'accord. Quand on regarde les études, les Français sont d'accord pour donner leurs informations personnelles, à la condition que ça crée de la valeur pour eux. Donc, on en revient à quelle valeur tu crées pour ton client. Et je vais te donner un exemple que je connais bien et que je cite souvent, mais c'est un vrai exemple, c'est celui de Decathlon. Decathlon, comme toutes les autres enseignes, avait une carte de fidélité à points et puis l'a abandonnée. Alors, dans la base, il y avait X millions de gens qui avaient une carte de fidélité Decathlon, qui avaient un chèque tous les 1 an et demi de 10 € pour leur récompenser les points d'achat, ce dont ils ne se servaient pas pour plus de la moitié. Donc ça servait à rien, les gens n'en avaient strictement rien à faire, et ça coûtait quand même des millions d'euros à la boîte. À un moment donné, tu te poses la question, tu te dis, est-ce qu'on pourrait pas arrêter avec ces conneries? C'est là que je suis intervenu pour eux, pour leur dire, ok, puisque vous avez décidé d'abandonner ça, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En fait, on va s'intéresser aux clients, qui sont d'ailleurs plus appelés des clients mais des sportifs, et on va se rendre compte que ces gens-là, pour certains, et pas pour tous, ils aimeraient bien qu'on les accompagne dans leur pratique sportive. Pourquoi? Parce qu'ils se sentiraient mieux, plus épanouis, plus performants, ils gagneraient des tournois, ou bien ils joueraient mieux avec leurs enfants, peu importe. En fonction de leur niveau, on va pouvoir les aider à vivre bien leur sport. C'est plus, au fait, si tu as acheté 300 €, tu auras 10%, c'est raconte-moi comment ça se passe à ton entraînement ou comment tu fais du sport dans ton jardin, et moi, je vais essayer de comprendre et de t'aider à vivre ça vachement bien. Et en fait, tu vas venir me voir dans mon magasin parce que tu vas me raconter comment ça s'est passé. Et je suis pas là pour te vendre des trucs, je suis là pour t'écouter. Alors, évidemment, quand tu comprends ça, tu te dis, ça, c'est un programme de fidélité. Ah oui, oui, c'est un programme de fidélité parce que les gens qui acceptent ça, cette relation avec la marque, ils n'ont jamais été aussi fidèles.
Ils n'ont Et en jamais plus, ils acheté sortent de la autant de bataille des produits. prix en faisant ça. Comment? En plus, en faisant ça, ils sortent de la bataille sur les prix. Complètement. Parce qu'ils vendent une expérience. Exactement. Ouais. Donc ils appliquent cette idée que tu vas parler à moins de gens, que l'obsession, c'est pas de savoir combien il y a de gens dans ta base de gens qui ont pris la carte de fidélité, parce que tu aurais une plus grosse base, tu vois. Il y a eu un moment où la grande distribution française arrêtait pas de communiquer sur l'idée, tu sais quoi, c'est nous qui avons la plus grosse. Bon, il y a un moment, faut qu'on arrête, quoi. La plus grosse quoi? La plus grosse base de gens qui ont accepté une carte que la caissière, tu lui tapes dessus pour qu'elle file des cartes à chaque fois que tu passes. Moi, je n'en peux plus de répondre non, madame, j'ai pas la carte, en fait, parce que j'en ai rien à foutre. Tu vois, je n'ose pas dire j'en ai rien à foutre, mais je dis poliment non, madame, j'ai pas la carte. Et à la limite, je me sens pas très bien parce que je me dis la pauvre, elle est encore tombée sur un client qui a pas la carte, on va lui dire, au fait, il faut que tu files la carte. Tu vois, comme les gens qui travaillaient dans les banques, qui étaient prêts à se suicider parce qu'en fait, leur seule mission, c'était d'essayer de nous fourguer une carte de plus. Ouais. Ben non, en fait, Pas c'est pas changé. ça, tu vois. Et ça a été inventé par qui? Par le marketing. Donc voilà. Donc oui, on pourrait exploiter la data, à condition, bien sûr, d'expliquer aux gens qu'on va créer de la valeur pour eux, mais de la vraie valeur, qu'on n'est pas là pour essayer de leur vendre un truc en plus, qu'on est là pour les aider dans leur vie. Et tout le monde peut le faire. Pourquoi le roi Merlin, c'est la marque préférée des Français? Ben parce que les gens apprennent à planter des clous et à faire des trous dans les murs, dans les ateliers, le roi Merlin. C'est pas très compliqué, tu vois. Tu pouvais y penser toi aussi. Donc, moi, j'adore l'idée de quel marketing on va faire pour des conférenciers. J'ai envie de te dire, comment tu pourrais les rendre meilleurs? Et vous le faites déjà à travers un certain nombre d'ateliers, je sais, de formation. Mais réfléchissons à d'autres solutions et à créer de la valeur pour eux. Et eux, comment ils pourraient créer de la valeur pour les gens qui viennent dans la salle? Qu'est-ce que tu fais Patrick, de plus? il y a un sujet connexe à ce que tu viens d'aborder avec l'exemple de Decathlon. C'est que les entreprises aujourd'hui se posent beaucoup de questions sur comment elles vont parler déjà à leurs salariés, mais aussi à leurs clients, et qu'elles se sont inventées un nouveau truc. Et j'aimerais que tu nous dises si pour toi c'est du marketing, de la communication, à quoi ça correspond. Elles sont quelques-unes, à parler de leur raison d'être. Oui. C'est quoi cette histoire? Alors, la raison d'être d'Orange, par exemple. Ça fait 25 pages dans le bouquin. On est parti jusqu'à quelle heure, les gars? Ah. Ouais, on en parle dans le livre, Christian, bien sûr. Bah oui, mais moi je sais qu'il est en vente à partir de vendredi parce qu'il y a eu un bon marketing de fait sur la promotion. Le sens, la raison d'être, les valeurs et tout ça. Moi, je pense que tu as raison, Christian, c'est un sujet que les conférenciers partagent. Pourquoi on monte sur scène? Alors qu'au départ, on a tous un peu peur de parler en public. Donc, pourquoi on le fait? C'est pour changer un peu le monde, hein. Il y en a certains qui c'est vraiment le sujet, quoi. Et donc, c'est la raison d'être. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est un très bon point. Mais franchement, c'est un point qu'on peut pas développer en 3 minutes, Christian. Je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Prenons un rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Bon alors, Patrice, tu reviens quand tu veux. On ferme en juillet-août, mais déjà pour répondre à Christian, tu vois, parce que là on a un vrai sujet. Ouais. Et puis, l'autre chose, c'est pour dire à Claude que Claude, t'es sur Paris ou pas? Un peu moins en ce moment, mais de temps en temps. Tu parles. Non, c'est dommage. Tu serais venu jeudi, t'aurais eu ton livre dédicacé. Bon, je note. Ouais. Un futur déplacement avec plaisir. Patrice, moi je vais discuter avec quelques conférenciers pour qu'on puisse venir travailler avec toi. Ce serait vraiment un grand plaisir d'avoir. J'adorerais. D'avoir ton soutien et qu'on vraiment ensemble, ce serait sympa. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc promis. Bon, bien écoutez les amis, dans 2 minutes je suis à l'apéro. Il y a quelqu'un qui lève la main, je crois, mais c'est Hicham, mais c'est trop tard Hicham. Ça démarre à 18h30 ici et ça finit à 20h et il est 19h58. Donc je suis désolé, ce ne sera pas ton tour ce soir de poser une question à notre cher ami Patrice Lobignan, mais tu vas pouvoir le pinguer, l'appeler en direct sur LinkedIn et tout ça si tu veux. Et en tout cas, je te conseille son livre. Je vous conseille à tous son livre. Je l'ai pas fini, mais sachez que je vais le finir et je vais sans doute le lire 2 fois parce qu'il y a vraiment pas mal de choses qui me on l'a pas beaucoup dit ce soir, mais c'est une vraie méthode. Ouais. C'est évidemment une analyse de la situation générale, mais c'est une analyse qu'on propose aussi pour ceux qui font du marketing dans leur boîte ou pour eux-mêmes.
Donc, où est-ce que vous en êtes déjà, premièrement, et deuxièmement, on va sortir de ça des axes d'amélioration, des axes de progrès. Donc, c'est une vraie méthode qu'on a développée là, et qui peut justement donner une direction, donner du sens aux gens qui font du marketing. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire. C'est pas juste dire ah voilà, c'est pas terrible ce que vous faites. Enfin, c'est un constat facile quelque part. Ce qu'il faut, c'est apporter des solutions, et les solutions sont là. Merci beaucoup, Patrice. Merci à tous. Merci pour votre participation très active ce soir. Je trouve que vous étiez bien excités. C'est super. Et puis, C'est un sujet excitant. Et passionnant. Et donc, on Merci. se retrouve demain pour parler coaching dans le milieu plutôt de l'éducation, si mes souvenirs sont bons. Donc, demain, 18h30, un nouveau conférencier, enfin un Très autre beau sujet. conférencier sur un autre sujet. Très Voilà, beau chers sujet. amis. Portez-vous bien, passez tous une excellente soirée. À Merci à bientôt. tous et à toutes. Merci. Merci, bonsoir. Très belle soirée. Puis, Cham, à demain, 18h30. Bonsoir à tous.